BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Thierry Laborde. Il est directeur général délégué de BNP Paribas. Bonsoir Thierry Laborde. Bonsoir Edwige Chevrillon. Vous avez déjà le sourire parce que vous avez publié ce matin des résultats. Caroline Morisseau vient de les détailler. Des résultats qui étaient meilleurs que prévus pour 2024 avec un quatrième trimestre en fanfare. Surtout, vous avez affiché un bénéfice net historique. 11 milliards 68, je crois que c'est le plus haut résultat que BNP Paribas n'a jamais sorti avec un premier net bancaire. Je rappelle, premier net bancaire, c'est grosso modo le chiffre d'affaires. C'est les revenus. En hausse de plus de 4% à un petit peu moins de 50 milliards d'euros. En revanche, vous êtes montré quand même très prudent sur les objectifs de rendement pour 2025. Avant de rentrer peut-être dans le détail de votre publication d'aujourd'hui, Thierry Laborde, est-ce que ça veut dire que chez BNP, on redoute un peu cette guerre commerciale initiée, matraquée par Donald Trump, avec évidemment, on voit tous les jours une nouvelle annonce et puis un retour en arrière. Bref, on sent quand même qu'on rentre dans quelque chose de très flou, de difficile. Est-ce que ça peut avoir un impact, notamment en termes inflationniste, puisque cette guerre commerciale, finalement, on voit bien que ça va coûter cher aux Américains, à l'Amérique. Comment est-ce que vous analysez ça ? Bon, je crois que c'est assez prévisible. Le président Trump prend des mesures, ça c'est bien la première fois que j'entends que Donald Trump est prévisible. Des mesures qu'il avait annoncées. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas sans surprise. Et je rappelle qu'il a déjà eu un mandat. Donc il y a eu un mandat de 4 ans, il y a 4 ans, donc on sait à peu près ce que cela a pu donner sous la présidence Trump. Il y avait aussi des barrières douanières, il y avait aussi des tarifs douaniers. Et puis je crois que sur le fond, il faut arrêter de parler peut-être des Américains, et puis il faut parler de nous, parce que c'est nous qui avons les réponses, et c'est nous qui devrons trouver les solutions en Europe. Oui, tout à fait, c'est votre boss, Jean-Laurent Bonnafé, qui dit en fait le problème c'est pas les Américains, c'est nous. Mais quand même, si on revient un peu sur l'impact économique, comment est-ce que vous traduisez ça ? Alors clairement, on devrait voir, c'est une politique inflationniste aux États-Unis qui devrait générer de l'inflation. Donc si on génère de l'inflation, logiquement les taux montent. Voilà. Alors, après, la Banque centrale américaine, la Fed, est indépendante. On verra quelles seront les tentatives de pression, s'il y en a, sur le président de la Fed. En Europe, on est sur un scénario très différent, puisqu'on est sur un scénario clairement de désinflation. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Européens. Et sur un scénario de baisse des taux, on l'a encore vu la semaine dernière, qui est un support de relance économique pour nos économies, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises européennes. Oui, j'ai envie de dire jusqu'à présent, c'était une très bonne nouvelle. Mais si vous avez une baisse des taux en Europe, mais que vous avez une poussée inflationniste avec des conséquences peut-être sur le niveau des taux, on voit bien que forcément, ça va se répercuter chez nous. Pas obligatoirement de contagion, ce n'est pas sûr, ce n'est vraiment pas certain qu'il y ait un phénomène de contagion sur des taux américains qui remontent et sur les taux européens. Ce n'est pas évident du tout. D'accord, c'est pas ce que vous prévoyez. Il y a une probabilité plutôt en fin d'année, pas en ce début d'année 2025, mais rien n'est sûr dans ce domaine-là. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez ce quatrième trimestre en fanfare, en fait, qui porte quelque part vos résultats 2024 ? On va rappeler que 2023, c'était un peu plus compliqué. Là, au moins, vous affichez le sourire parce que ce quatrième trimestre, notamment, se termine avec des scores assez impressionnants. Comment vous l'expliquez ? Il y a deux choses. Si on veut être un peu réaliste, vous savez, dans les comparaisons, il y a toujours les fameux effets de base. Oui. Quand vous partez d'une base plus faible, la référence nouvelle est meilleure. Donc on avait l'année dernière, objectivement, un dernier trimestre de l'année 23 qui était moyen. Celui-là est bien meilleur, 15% de progression du résultat. Mais si vous regardez l'analyse, c'est plus un 8% qu'un 15%, parce qu'il y avait un petit effet de base sur la faiblesse des résultats de l'année dernière. En revanche, cette année, ce qui est très clair, c'est pour ça que j'appelle ce trimestre un peu un point d'inflexion, c'est que les revenus sont en progression dans toutes les activités. C'est vraiment un superbe trimestre de notre banque d'investissement, la banque de marché, la banque de grande clientèle corporate et institutionnelle, qui a une progression de 20% de ses revenus. Oui, 20% c'est énorme. C'est elle en fait qui porte vos résultats. Exactement, on peut dire ça quand même. C'est le pôle de croissance. C'est le pôle de croissance de BNP Paribas sur l'ensemble de l'année. Bien sûr, et même depuis plusieurs années. C'est un pôle qui gagne des parts de marché. BNP Paribas est devenue la première banque d'investissement européenne, à souche européenne, 3e en zone EMEA,
et pratiquement la seule à faire la compétition avec les grandes banques américaines. Donc ça aussi, c'est un sujet de souveraineté européenne pour nos grandes entreprises européennes. Ça, c'est la banque d'investissement. Ça veut dire Europe, Moyen-Orient, Afrique. Voilà, pardon. Donc, mais c'est surtout l'Europe dont on parle. Le deuxième élément, c'est bien sûr le pôle IPS. C'est un pôle de grand développement demain pour BNP Paribas. La gestion d'actifs. C'est la capacité d'accompagner l'épargne longue des ménages. C'est dans ce pôle qu'on vient de réaliser une opération très significative qui est le rachat d'AXA IM, le pôle d'investissement d'AXA, et son rapprochement avec BNP Paribas Asset Management. Et enfin, le pôle, celui que je dirige au quotidien, qui a souffert de ces taux à l'envers, puisqu'on avait des taux courts plus hauts que les taux longs. Pour une banque commerciale, c'est un scénario de taux impossible, qui est ce pôle d'ICPBS, les banques commerciales et les banques et les métiers spécialisés qui se redressent sur ce trimestre avec quand même des revenus en progression de 5%. Mais c'est la très bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. En même temps, vous avez annoncé un plan stratégique, notamment sur la banque de détail en France. Quel impact sur le réseau? On va forcément y revenir, Thierry Laborde. Je voudrais qu'on reste un instant sur le succès, justement, de cette banque d'investissement et de financement. Aujourd'hui, on voit bien, je reviens toujours un peu à l'actualité géopolitique, mais ça a forcément un impact sur une banque comme BNP Paribas, c'est évident. Les entreprises, notamment européennes et françaises, elles sont toutes en train de regarder avec des yeux ronds ce qui se passe aux États-Unis. Elles sont tous attirés par les États-Unis. Ici, plein de chaînes d'entreprises défilent. Ils sont en train de nous dire, tiens, on regarde les acquisitions là-bas. Enfin, vous entendez la même musique que nous, j'imagine. Pour vous, est-ce que c'est une chance ou est-ce que, quelque part, vous dites, c'est plutôt les entreprises américaines, les banques américaines qui vont nous damer le pion? Alors d'abord, vous avez totalement raison, c'est une réalité. Quand vous avez une croissance à près de 3% aux États-Unis contre une croissance à moins de 1% en Europe, il est clair qu'un chef d'entreprise va aller chercher cette croissance sur le continent nord-américain. En plus, avec un marché intégré. Un marché des capitaux complètement intégré, très profond. On trouve des financements relativement facilement en Amérique du Nord. Et nous, dans cette banque d'investissement, cette banque de marché, nous sommes un acteur aux États-Unis. C'est un marché global, la banque d'investissement, la banque de marché, marché mondial. Et nous sommes très présents sur tous nos métiers de banque d'investissement aux États-Unis. Donc on a aussi, pour répondre à votre question, la capacité d'accompagner des entreprises européennes qu'on connaît particulièrement bien. Elles sont toutes nos clientes, de les accompagner dans leur croissance et dans leur développement aux États-Unis. C'est les fameux corridors. On fait ça entre l'Europe et l'Asie, on fait ça entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ouais. Vous ne regrettez pas d'avoir vendu vous aviez une grande banque aux États-Unis? C'était une banque de détail. Oui. C'était pas une banque d'investissement. Et la banque de détail, pour qu'elle grandisse, il fallait qu'elle consolide. Ouais. Donc on avait un choix à faire, ou devenir un consolidateur américain. C'était compliqué face à des banques of America, face à des Wells Fargo, face à des grandes banques américaines de cette nature, ou de la céder à un très bon prix. On a choisi cette option. Et pour vous donner un dernier indicateur qui, je crois, peut marquer les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez deux banques, une en Europe, la première, BNP Paribas, et Bank of America aux États-Unis. Ouais. Elles ont la même taille de bilan. La même taille de bilan. Gros bilan, mais la même taille. Eh bien, avec cette taille de bilan, BOV aux États-Unis, c'est 12% du marché nord-américain. BNP Paribas, c'est de l'ordre de 4 à 5. Pour une raison assez simple, c'est que notre marché est fragmenté, qu'il n'y a pas d'union des marchés de capitaux en Europe et qu'on ne peut pas aller chercher, compte tenu de cette fragmentation, avec la même taille de bilan, des parts de marché aussi importantes. Et qu'en même temps, nous n'avons pas en Europe de marché de la titrisation suffisamment profonde pour régulièrement sortir des actifs de notre bilan, pour les proposer à des investisseurs qui auraient beaucoup d'appétit pour ces actifs très rentables. Mais tout le monde en parle. Je recevais la présidente de l'autorité du marché financier, Enrico Letta, Mario Draghi. Tout le monde parle de sinon des marchés des capitaux. J'ai envie de dire, depuis que je suis journaliste, j'en entends parler. À chaque fois, je sors cette phrase-là. Mais c'est vrai qu'à votre avis, si vous aviez un pari à prendre ce soir, Thierry Laborde, cette union des marchés des capitaux, c'est dans combien de temps? J'espère on pourrait faire des choses très simples. Sur la titrisation, ça peut aller assez vite. Quoi, c'est un an, 2 ans ? Oui, un an, oui, bien sûr. Ce sont des décisions politiques qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Ça pourrait aller assez vite et ça serait un premier signal. Donc on va attendre dans quelques jours la boussole européenne, voir qu'est-ce que ça veut dire. Le choc de simplification, qu'est-ce que ça veut dire ? Et quelles sont les premières étapes de cette union des marchés de capitaux européens, de cette union pour l'épargne. Choc de simplification ? Pardon ? Vous y croyez à ce choc de simplification ? J'espère. Vous voyez, je vous cite un exemple.
qui est propre aux activités bancaires. Aujourd'hui, on est face à 2 réglementations européennes. Une qui s'appelle FIDA. Pour faire simple, FIDA, c'est quoi? Ouvrir toutes nos données à tous les acteurs. Ouvrir tous nos systèmes d'information, toutes les données de nos clients. Voyez. Et de l'autre, DORA, qui assurait une résilience et de la cybersécurité pour que personne n'entre. Vous ne trouvez pas qu'il y a contradiction entre ces 2 réglementations? Entre FIDA et DORA. Bon. Voilà, c'est de jolis noms. Mais encore une fois, derrière, ce sont des cauchemars pour tous les banquiers que nous sommes. Juste une question avant d'aller dans la gestion d'actifs. Oui, il se passe beaucoup de choses. C'est clair, il y a une consolidation. Vous avez dit tout à l'heure, en fait, BNP Paribas, première banque européenne, et la 3e banque européenne, sur le marché européen, parce que les 2 premières sont américaines. Est-ce que ça n'entraîne pas quand même une réflexion autour, finalement, il faudrait peut-être une consolidation au niveau des banques européennes? D'avoir 2 américaines en tête, c'est quand même vexant. Mais ce n'est pas par la consolidation des banques, telles qu'on l'entend classiquement, qu'on obtient ces résultats. C'est en développement des infrastructures, de l'informatique, de la technologie, sur les activités de marché, c'est ça qui compte. Vous n'allez pas acheter une autre banque d'investissement pour la consolider. Ça n'a aucun sens, puisque là, vous détruisez de la valeur. Vous avez bien fait BNP Paribas. Oui, mais c'était deux sujets assez différents. BNP était très petit en banque d'investissement à l'époque. Paribas était très complémentaire de l'ex-Banque nationale de Paris. Et ça, c'est un peu daté. Nous, aujourd'hui, nous consolidons des plateformes européennes. Nous l'avons fait dans la banque d'investissement, nous venons de le dire. Nous sommes en train de le faire dans l'épargne longue des ménages, avec ce rapprochement entre nos activités de gestion d'actifs et les activités comparables d'AXA. Nous le faisons dans le leasing automobile, nous le faisons dans le crédit à la consommation. L'idée, c'est vraiment de consolider ces plateformes pour qu'elles aient une taille critique en Europe. Alors justement, gestion d'actifs, vous l'avez dit, c'est le rachat d'AXA IM, mais ça sera finalisé quand exactement? En 2025, courant 2025? La signature des accords a eu lieu en décembre. Oui. Nous allons closer après toutes les autorisations, en particulier européennes. Vous voyez, c'est long. Ça pourrait aller peut-être un peu plus vite, mais enfin, c'est un vœu pieux. À l'été. Et ensuite, il y a tout le plan de rapprochement entre les 2 entités qui va prendre en gros 18 mois, 2 ans. Mais c'est un vrai relais de croissance pour le groupe parce que déjà la seule acquisition d'AXA IM, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires supplémentaire qui, dès le mois d'août, dès l'été, aura rejoint le groupe BNP Paribas. Oui. Combien de personnes en plus? C'est 3 000 ou 4 000, je crois. Oui. Il y a beaucoup de consolidation dans la gestion d'actifs. Oui. Comment expliquez-vous ça? Notamment parce qu'on en parle ici, bien sûr. Alors, c'est pas encore finalisé. Il y a des réticences ici ou là. Mais entre Generali et BPCE, pourquoi il y a cette consolidation dans cette... C'est un métier de taille critique. Un métier très industriel, où les marges se réduisent. C'est de plus en plus de gestion passive et moins de gestion active. Et c'est important parce que ça rend accessible l'investissement en action à des gens plus jeunes, à des gens qui regardent le prix qu'ils vont payer sur cet investissement. Donc c'est aussi un facteur de développer davantage l'accès aux actions, l'accès aux obligations, l'accès au marché pour l'épargne longue européenne. Oui, en même temps, c'est pas très bon en termes de gouvernance, parce que la gestion passive, c'est juste une question d'indices et d'algorithmes. Donc, mais vous pouvez diversifier. Vous pouvez mettre un peu de gestion passive, un peu de gestion active, tout ça dans un mandat de gestion, vous voyez, entièrement digitalisé. L'autre point important, quand même, c'est la banque de détail, qui était quand même en croissance en 2025. Mais vous avez annoncé, je ne sais pas, vous allez nous expliquer, vous avez annoncé un plan stratégique pour les réseaux en France. Le réseau encore d'aujourd'hui, c'est 1500 agences, avec un rythme, je lisais ça chez nos confrères des Échos, de 50 fermetures par an. Donc quand même, ça décroît. Est-ce qu'on peut imaginer BNP Paribas un jour sans agence? Sans agence, non. Mais encore une fois, le sujet n'est pas le nombre d'agences. Si. Le sujet, non, justement. Le sujet aujourd'hui, c'est comment mieux coter les comportements de nos clients. On a vu avec le Covid beaucoup de changements de comportement, des baisses de fréquentation de ces fameuses agences où auparavant tout se passait. Maintenant, il se passe de moins en moins de choses dans l'agence. Donc nous, notre sujet, c'est d'abord de mieux servir les clients et d'investir sur les compétences de nos collaborateurs. Et ça veut dire un modèle... Enfin, vous n'allez pas me dire le contraire, vous voyez ce que je veux dire? Je termine juste, c'est important que je termine. Sur la banque de particuliers, un modèle différent, beaucoup plus technologique, beaucoup plus efficace, servant mieux les clients et valorisant mieux les conseillers. C'est ça l'idée. On ne va pas détailler le projet aujourd'hui parce qu'il faut qu'il soit consulté. Place au dialogue social. Ça démarre à la fin du mois de mars et vous aurez tous les éléments à la fin du mois de juin. Mais on va
quand même vers une réduction du nombre d'agences de BNP Paribas. C'est la logique pour vous. L'agence est moins adaptée aujourd'hui à la bonne qualité de service d'un client, mais il y aura toujours des agences. Nous verrons dans quelle proportion et avec quelle organisation et qu'est-ce qu'on y fera demain. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est mieux servir ses clients, les rendre plus autonomes. Beaucoup de clients, et on voit le succès des banques digitales. Nous en avons une, Hello Bank, 3 700 000 clients, 9% de croissance en 2024. Donc Hello Bank est un grand succès. Puisque vous parlez de ça d'Hello Bank, combien de clients finalement vous ont suivi dans le faux rachat d'Orange Bank? 105 000. 105 000. Sur 105 000 clients actifs, sur 300 000. D'accord. C'est bien. Un petit tiers. 1 sur 3, c'est très bien. C'est très bien parce que quand vous faites l'annonce, des clients cherchent leur propre chemin par eux-mêmes avant que tout ne se mette en place. Donc 105 000 clients actifs, bon niveau de clientèle, c'est un vrai succès. En même temps, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez un autre secteur. L'habillement. Je recevais le directeur général de l'Alliance pour le commerce qui supervise justement toutes les fédérations dans l'habillement. Il disait, en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour vers les boutiques. C'est-à-dire que les gens regardent sur Internet, sur le digital, les applications, etc. Mais après, ils retournent dans la boutique pour aller acheter le vêtement. Et la question qu'on peut se poser, c'est on n'aura pas ce genre ce retour vers les agences. On voit bien même dans la téléphonie où on est tous en train de rester suspendus à des heures à son téléphone pour essayer d'avoir quelqu'un qu'on n'a jamais en ligne. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On va dans une boutique. Est-ce que c'est pas la même chose pour les agences bancaires? Oui, mais dans les agences bancaires, il n'y a pas beaucoup de produits à montrer, Edwige. Oui. Si, il y a un conseil. Oui, mais le conseil, on peut le rendre autrement. On peut le rendre de façon très efficace derrière un écran, par une visio. Non, parce que ça change tout le temps, c'est toujours quelqu'un de différent. Et justement, si vous avez des équipes plus grandes, mieux organisées, plus à distance, ça changera beaucoup moins parce que vous aurez moins de turnover. Parce que le métier, quand on le fait à distance, il est beaucoup plus sympathique, plus facile à faire. Un métier en agence aujourd'hui, c'est très dur parce que vous avez beaucoup d'incivilité. Vous avez beaucoup de difficultés à l'exercer quand vous avez de trop petites agences, trop de turnover et vous n'avez pas les bonnes compétences. Juste un mot quand même, le succès, parce qu'il y a une campagne de pub, une grosse campagne de pub du compte Nickel. 4 millions de clients. 4 millions 3, pardon. 5 pays en Europe. C'est quand même, c'est fou, c'est une magnifique histoire. Magnifique histoire. En même temps, ça veut quand même dire, ça montre quand même une sorte de paupérisation de la population, non? Vous avez toutes les populations. Vous avez des comptes secondaires de clients qui ont des moyens, mais qui veulent donner cette carte pour une nounou, pour un aidant, pour une personne âgée, pour éviter d'avoir donné la carte principale de la personne. Vous avez des comptes secondaires, des gens qui l'utilisent pour faire des achats sur Internet, des jeunes. Il y a une multitude d'usages du compte Nickel. Son grand succès, c'est sa simplicité et quelque part sa capacité à payer et à être payé dans le monde entier pour 25 € par an. Et d'avoir aujourd'hui, et c'est quand même un point, vous me parliez d'agence, moi je vous répondrai que dans 2 pays en Europe, la France, le Portugal et bientôt en Espagne, c'est le groupe BNP Paribas, grâce à Nickel, qui a le plus grand réseau de proximité pour ouvrir des comptes aux clients. Et c'est toujours dans les bureaux de tabac, je veux dire, en France, dans les bureaux de tabac. Oui, non, mais je parle en Espagne. Les loteries en Espagne. Les loteries. Les loteries en Allemagne. Et les points de paiement de ces factures au Portugal. Et les points relais en Belgique. On pourrait imaginer une agence qui soit dans une agence de loterie ou un bureau de tabac, non? Une agence, on a là un service de proximité, ensuite tout est digital. Et ce sont des clients qui se débrouillent très très bien avec le digital. L'avantage, c'est que le buraliste a la capacité à expliquer à quelqu'un, même qui ne parle pas très bien français, en quelques réflexes, comment utiliser ce service. C'est en effet un très très grand succès. Et on est très fiers et très contents d'avoir fait cette acquisition en 2017, il y a déjà 8 ans, et d'avoir assuré ce développement de Nickel. On avait suivi ça, bien sûr. Est-ce que vous avez annoncé, donc on en saura plus sur ce plan stratégique en juin. Plus en juin. Un petit point, il nous reste un petit point. Il faut saluer le succès, parce qu'en plus c'est sous votre responsabilité, de Wero. C'est donc le système de paiement en ligne européen de particulier à particulier. Alors c'est d'abord une plateforme. Aujourd'hui, le premier usage, c'est le paiement de particulier à particulier. Je vous fais un virement en quelques secondes sur votre numéro de téléphone. Ça marche, hein. 30 millions d'Européens sont enrôlés dans Wero, 30 millions en 5 mois. 25 millions de Français, 4,5 millions de Belges, 1 million d'Allemands. C'est incroyable ça. Et demain, avec cette plateforme, je pense qu'on aura, d'ici la fin de cette année, de l'ordre de 60 millions d'Européens qui seront
enrôlés sur cette plateforme. Et demain, ce qui arrive, c'est la compétition à PayPal, la compétition à Visa, la compétition à Mastercard, avec un outil de paiement mobile, multi-usage, totalement européen. Oui, ça démarre sur les chapeaux de roue, ça aussi. Vous avez annoncé le versement d'un dividende intérimaire en septembre. Ça, c'est une première pour vous, là aussi. Oui. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous voulez fidéliser absolument vos actionnaires? Vous redoutez un désintérêt des investisseurs anglo-saxons, parce qu'ils sont largement anglo-saxons, pour les entreprises et les banques européennes? Pourquoi vous faites ça? Il y a 3 raisons. La première, c'est d'assurer un versement de dividendes 2 fois par an au lieu d'une. C'est mieux ça va être pour l'investisseur. Oui, tous les ans. D'accord. On fera mai, comme d'habitude, et septembre. Voilà, donc ça, c'est la première chose, la récurrence. Le deuxième élément, c'est comme notre dividende est très important. 4,79 € cette année sur une action qui cotait ce soir 67 €. À chaque fois qu'on verse le dividende, le cours baisse. Les gens achètent avant et vendent après. Donc comme le dividende était très élevé par rapport à la valeur de l'action, il y avait un peu trop de volatilité sur l'action. Ça va permettre de le lisser. Puis troisième chose, c'est une grande marque de confiance dans la pérennité de nos résultats, puisqu'on accepte de verser en avance de phase un demi-dividende dès le mois de septembre de l'année en cours. Ouais. 2025, ça va être comment? Septembre, 30 septembre. Mais 2025, ça va être comment pour BNP Paribas? Ça va être encore une année record? Ça devrait être une année bonne. Pourquoi vous annoncez cette petite inquiétude sur l'objectif de rendement? Meilleur que 2024. Ah bon? Mais pourquoi cette annonce sur l'objectif de rendement 2025? L'objectif de rentabilité, c'est que dans la période avant, on avait fixé une fourchette de la rentabilité sur les capitaux investis de 11,5 à 12. Et là, on affiche pour 2025 11,5. C'est pas un changement, c'est le bas de la fourchette. Pourquoi on a ce bas de la fourchette? Parce qu'on est quand même dans un environnement économique qui est un peu plus chahuté, un peu plus difficile, un peu plus incertain, un peu moins prévisible. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a mis 11,5. On fera tout pour battre le 11,5. J'ai une absence. Vous êtes touché par la surtaxe? On sera touché, dans le cadre du budget de 2025. Bien sûr, on sera touché sur la base de notre rentabilité en France. Le groupe est très diversifié, il est mondial, donc les résultats dégagés en France, c'est de l'ordre d'un gros 5%. Donc il y aura un impact, mais un impact relativement marginal à l'échelle du groupe. Vous voyez, 5% sur 11 milliards fois le taux de la taxe de montant, c'est quelques dizaines de millions. Donc pour vous, c'est normal, vous l'acceptez? Il est normal, si vous voulez, dans la situation de nos finances publiques, je crois que tout le monde comprend qu'il faille que tout le monde fasse un effort. Il faut que ça soit de courte durée, parce que tout le monde le comprend, mais tout le monde le regrette, y compris ceux qui le décident. Parce que quelque part, ça sanctionne le Made in France. Et ça, c'est pas bon. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps, Edwige. C'est tout ce que je dis, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et il faut qu'ensuite, on trouve les solutions de stabilité pour que ce déficit revienne dans la moyenne européenne. On ne souhaite pas être les leaders comme les Allemands ou les Néerlandais avec les déficits les plus bas, mais revenir dans le peloton, dans le train de l'Europe. Là, on est plutôt dans le dernier wagon. Encore 2 questions, Thierry Laborde. La dernière fois, vous étiez venu ici, vous nous aviez parlé de Arval. Oui. Arval, c'est un pôle très important de développer, parce qu'en plus, vous aviez fait une grosse acquisition du leasing automobile. Pour les voitures automobiles. Et là, donc, il y a une croissance organique, mais on voit que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, parce qu'il y a un problème de prix de revente pour vous de la voiture d'occasion. Comment vous expliquez, comment vous en sortez? C'est très simple. Il n'y a aucun problème intrinsèque, puisque Arval a dégagé l'année dernière 1,5 milliard de résultats avant impôt. 1,5 milliard. Bon, très belle performance, une très belle rentabilité des capitaux investis. Sauf que c'est le fameux effet de base. On a bénéficié, avec les suites du Covid et toutes les disruptions sur les chaînes de supply chain des constructeurs automobiles, d'une poussée complètement atypique du prix des véhicules d'occasion. Donc pendant 3 ans, en moyenne sur 3 ans, on a eu 2 milliards de résultats exceptionnels. 21, 22, 23. En 24, la normalité revient et on a l'effet de base à gérer. En 26, il n'y aura plus d'effet de base. Donc on verra un Arval revenir avec une progression très significative. Mais il se passe un truc entre les deux. Vous le savez mieux que moi, c'est que quand même l'objectif en 2035 d'avoir que des voitures électriques, etc. Quel impact ça va avoir chez vous, sur votre flotte? Parce que pour l'instant, dans les flottes, il n'y a pas de voitures électriques. Il y en a dans les flottes corporate. Oui, il y en a, mais très peu. Dans les grandes flottes, de plus en plus, parce que toutes les grands corporates au plan mondial ont vraiment l'ambition de verdir leur flotte automobile. Le début d'année, l'année dernière, a été très bonne. On est quand même sur quasiment 20% du parc d'Arval, qui est un parc électrique, complètement électrique aujourd'hui. Tout ça va s'accélérer demain. En revanche, pour le particulier, sur les corporates,
il n'y a pas de sujet. Ce verdissement, il se fera. D'ailleurs, je rappelle que... Oui, mais ça aura un impact sur le prix des voitures thermiques. Oui, mais pour le coup. Oui, justement, mais et qui sera pour le négatif. Non, il est positif parce que à partir du moment où les véhicules électriques sont plus chers qu'un véhicule thermique, entre 25 et 30% plus cher, pour quelqu'un qui a moins de moyens, qui a un budget un peu plus contraint, la difficulté aujourd'hui, c'est de rendre la mobilité durable accessible au budget contraint. Ce n'est pas accessible. Donc c'est un point qu'on travaille aussi. Vous avez vu qu'on a négocié un accord exclusif avec la Banque Postale pour contribuer à leur distribuer ces solutions de mobilité durable. En revanche, l'impact qu'a la montée des véhicules thermiques, des véhicules électriques, c'est que le véhicule thermique, quand il revient en occasion, à la fin de son contrat, lui, il se vend très bien. Et avec des prix qui sont toujours supérieurs de l'ordre de 2 000 € valeur résiduelle. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a une déclaration de plusieurs groupes d'investisseurs qui pèsent quelques 6,6 trillions d'euros, donc vous voyez, c'est du lourd. Ils s'inquiètent en fait de la pression allemande et française pour retarder la mise en place de ces fameuses normes CSRD, vous savez, qui font si peur. Est-ce que vous avez le sentiment que la transition écologique, quand même, souffre un peu, est en train d'intéresser moins quand même les entreprises et les banques? Et puis, est-ce que, pour vous, qu'est-ce que vous leur répondez à ces investisseurs? Il y a deux choses. Il y a d'abord la transition, telle que les entreprises la font. Et les entreprises font cette transition énergétique. Je vous donne juste un exemple, vous le verrez si vous analysez notre publication de ce matin. Vous l'avez peut-être vu. Aujourd'hui, dans notre mix de financement des productions d'énergie, nous avons 76% de nos financements sur le bas carbone et seulement 24% sur les énergies fossiles. Nous allons mettre sur 4 ans 200 milliards de financement pour le bas carbone. Et ce que l'on voit sur CSRD, c'est une erreur un peu de la Commission européenne d'avoir voulu faire quelque chose de complet, d'exhaustif. 700 critères, je crois. 1100 critères. 1100 critères. Pour BNP Paribas, qui n'est pas touché par toutes les cas de matérialité, c'est 510 critères. Mais c'est de la folie, on n'en tire rien. Avec parfois des données incomplètes, parce que tout est en chemin, et on ne pourra rien faire de ces données. Voilà, c'est la méthode qui est plus critiquée, c'est pas l'objectif. La finalité de la transition énergétique et d'y participer, elle est clé pour nous, et cet engagement, nous ne le renions surtout pas. Au contraire, nous l'accélérons. Et vous dites quoi, ces investisseurs, ce groupe d'investisseurs, donc ils pèsent quand même très très lourd, vous dites quoi, qu'ils ne s'inquiètent pas? Attendons peut-être l'omnibus de la Commission européenne pour voir les voies de la simplification. Oui, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup Thierry Laborde d'avoir été avec nous. Rendez-vous est pris en tous les cas. Pour le prochain semestriel, ça sera... Trimestriel. Début avril. Je suis déjà en train de... Oui, début mai. Merci Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, était avec nous.